Bonjour, bienvenue dans le 4e épisode de l'Impact Talk. Aujourd'hui, nous avons deux entrepreneurs à succès et à impact. Tout d'abord, Nouné, fondatrice de Riche Kombucha, qui vous expliquera comment elle est passée en moins de 2 ans d'une production et des ventes de 30 000 bouteilles à 300 000 bouteilles. Pour vous donner une idée, 300 000 bouteilles, c'est une bouteille toutes les 2 minutes. À ses côtés, nous aurons Aurélien de Happy Hours Market, cofondateur, qui lui nous expliquera comment en 2024, il a récolté 1000 tonnes. Alors 1000 tonnes, c'est quoi? C'est l'équivalent de 1 milliard de M&M's. Donc vous allez avoir le temps de manger 1 milliard de M&M's et regarder toute la série des Impact Talk. On remercie bien entendu notre sponsor Hub, et à mes côtés, j'aurai Delphine de chez Hub et Béatrice qui m'aideront à animer cette discussion et qui, j'espère, vous aideront à trouver de l'inspiration et plein de bonnes choses. Alors, bonjour Béatrice. Bonjour Nicolas. Bonjour Delphine. Bonjour Nicolas. Bonjour Nouné. Bonjour Nicolas. Et bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Donc pour commencer peut-être et rentrer directement dans le vif du sujet, ça serait intéressant que Nouné, tu puisses présenter Aurélien et son projet Happy Hours Market. Ok. Alors, en quelques mots, hein. En quelques mots, Happy Hours Market est un projet qui a été lancé en 2018, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et qui revend des invendus des supermarchés. Ce qui permet aussi quelque part de promouvoir l'égalité sociale parce que c'est des produits qui sont meilleurs marché. Donc pour des personnes qui ne pourraient pas se les permettre dans la grande distribution. Très bien, mais laisse-lui quand même de la place après pour faire son pitch. Hein Voilà. Donc Aurélien, en plus court, Aurélien, Nouné, Riche, en 2-3 mots. 2021. C'est ça. Donc c'est un kombucha qui s'appelle Riche, qu'on voit partout à Bruxelles, en tout cas pour ma part. En Belgique aussi, probablement. Et du pet nat sans alcool, donc alternative à l'alcool, qui est très très bon, que j'ai goûté récemment. Top. Fantastique. Alors maintenant, peut-être ce qui est aussi intéressant à travers cette émission, c'est de faire une rencontre avec deux entrepreneurs, entrepreneuses. Et pour commencer, et pour que le public qui va regarder, on a eu des belles audiences jusqu'à présent, qui vous êtes, aussi bien en tant que personne qu'entrepreneur, qu'en tant que gestionnaire de business. Et donc, peut-être vous introduire. Je commence avec toi, Nouné, parce que tu es la plus proche de moi cette fois-ci. Donc, Nouné, qui est Nouné? Alors, Nouné est une bruxelloise d'origine arménienne. Je suis née en Arménie. Mes parents ont déménagé en Belgique quand j'avais 6 ans. Donc, je vis en Belgique depuis ce moment-là. 21 ans. Plus ou moins. Probablement. Je fais mes études ici en Belgique et puis à la suite... Des études dans de RP et d'affaires européennes. J'ai fait un rapide saut dans les institutions européennes et puis je suis partie en courant. Je me suis rendu compte que la bureaucratie et ce monde-là n'était pas tout à fait ce que je voulais pour ma vie. Donc j'ai postulé pour un job de consultante dans une boîte qui faisait des études de marché. Et donc, j'étais envoyée en mission dans des pays différents et j'ai fait ça pendant à peu près 5 ans. Sur un côté plutôt marketing ou on restait de nouveau dans le RP RP institutionnel. RP institutionnel. C'était dans le secteur de l'énergie. Et donc, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu au Moyen-Orient, en Amérique latine et j'ai terminé avec 1 an aux États-Unis. C'est là que j'ai découvert toute cette tendance des boissons fermentées non alcoolisées. Ça a aussi été un moment où moi, j'ai réduit très fort ma consommation d'alcool. Et à ce moment-là, cette proposition n'existait pas en Belgique. Et pourtant, y a tellement d'aspects positifs, en fait, à réduire sa consommation d'alcool, à avoir des boissons sophistiquées, mais qui sont naturellement, en fait, non alcoolisées. Ouais. En revenant en Belgique en 2020, j'ai été forcée de revenir en Belgique à cause du Covid. J'ai vraiment remis en question toute ma vie. J'avais vraiment besoin de travailler sur un projet qui avait plus de sens pour moi et probablement sur un projet qui créait de la valeur. En fait, c'était vraiment ça. Je pense que ça aurait pu être beaucoup d'autres choses que le produit que je développe aujourd'hui, mais ça n'aurait pas pu être un produit. J'aurais eu du mal à lancer une marque... de vêtements. Mais à ce moment-là, tu fais le choix de passer de je change de projet en travaillant pour quelqu'un d'autre vers l'entrepreneuriat et de lancer ta propre marque, ton propre produit, ta propre entreprise. C'est ça. Je pense que j'ai toujours eu envie d'entreprendre.
Mais pendant très très longtemps, en fait, j'ai cherché l'objet du projet. Et il y a beaucoup de choses qui sont alignées, qui m'ont amené au produit que je développe aujourd'hui. Mais encore une fois, je voulais pas juste lancer un produit. Si je lançais un produit, je devais créer le produit. Je devais établir un atelier, une infrastructure qui allait produire le produit et le produire d'une meilleure manière que ce qui existait déjà. Et pourquoi quelque chose de tangible, si je comprends bien, c'est que Ouais. tu voulais avoir quelque chose de tangible. Donc, c'est pas du service, c'est pas du logiciel, c'était cette histoire de produit. Pourquoi? Mais parce que ça a tellement un sens c'est très symbolique de voir quelque chose se faire, se créer, de pouvoir vraiment choisir quels sont les ingrédients que tu vas utiliser pour que ce produit soit proposé à un certain public. Et c'est vrai que je suis très sensible à ce que moi je consomme, à ce qui me plaît. Et donc, je voulais vraiment avoir la possibilité de travailler moi-même un produit et de choisir exactement toutes les étapes qui allaient aboutir à... Et tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Oui, Ok. oui. Donc, mes parents, quand ils sont arrivés en Belgique, ils ont dû tout recommencer de zéro. Donc vraiment, ils sont arrivés avec 2 valises. Et donc, j'ai vu mes parents s'installer, s'intégrer dans la société belge, reprendre des études de droit, vraiment construire une vie. Et donc, moi, petite, j'ai toujours été avec mes parents. Mes parents ont lancé un centre de formation pour adultes. Donc c'est pour des primo-arrivants en Belgique, des cours de gestion d'entreprise, d'intégration sociale, des cours de français, de langue. Et j'ai toujours été un peu dans ce milieu où j'ai vu mes parents en fait faire, être dans une communauté. Ouais, ça, c'est un univers que toi, Béatrice, tu connais bien. Oui, c'est pour ça que je regardais Béatrice, effectivement. Et donc je les ai vus en fait construire une vie, construire une entreprise, partir de zéro. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, marqué, et c'est la raison pour laquelle je pense que Il j'ai semblait moi-même, naturel, voilà. du coup, de Voulu le le faire. faire toi-même aussi. Ouais. Et donc toi, Aurélien, si tu peux aussi un peu te présenter ton parcours et qu'on découvre un peu qui tu es. Du coup, moi, je suis français à la base. Donc, j'ai vécu à Paris pendant assez longtemps, jusqu'à mes 16 ans. Puis j'ai bougé en Belgique. Mais tu es né en France, hein? Né à Paris, bougé en Belgique. J'étais un peu à l'école en Belgique. J'ai découvert ce que c'était que les examens, d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas ça en France. Ouais. Examen en décembre, en juin, c'était top. Puis j'ai fait des études d'ingé de gestion. À la base, je voulais faire l'INSAS pour être acteur, faire du théâtre. J'ai pensé être architecte aussi, mais ne sachant pas trop quoi faire, j'ai fait ingé de gestion. Donc le parcours un peu traditionnel et choix facile. Mais c'était plutôt un backup, dans le sens Ouais. qu'il y a quand même une volonté créatrice, artistique, j'imagine, en Ouais. toi. Ouais, j'ai toujours eu envie d'innover, de sortir un peu des sentiers battus et de créer mon propre projet, mon propre chemin. Et du coup, ingé de gestion, c'était un peu un moyen de le faire. Donc, j'ai fait ça et j'ai travaillé après en consultance. Alors, rien à voir, mais dans le pharma et dans la chimie. Mais là, j'étais un peu un pion. Ça, c'était directement à la sortie de tes études. Ouais. Tu te lances, carrière plutôt traditionnelle. Ouais, exact. Tu fais combien d'années dans... Je fais 1 an et demi, donc j'ai pas tenu longtemps. Qu'est-ce que tu en retiens de cette première expérience professionnelle? Le positif, c'est que j'ai pas mal appris d'un point de vue commercial. Ça m'a beaucoup aidé après pour lancer mon projet. Mais par contre, très orienté autour de l'argent, du financier, pas vraiment d'impact positif sur les projets sur lesquels je travaillais, même les projets globaux sur lesquels mon entreprise travaillait. Et donc, je suis très vite arrivé à un cap et j'ai voulu réfléchir sur une manière d'avoir un impact sur mon environnement, proche et plus large. Et c'est là que l'alimentaire en fait, est venu assez vite dans les discussions et dans ma tête. Pourquoi? Parce que tu avais une affinité particulière sur l'aspect alimentaire? En gros, depuis que je suis petit, le gaspillage à la maison, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est quelque chose d'important. C'est vraiment finir son assiette. C'est de se dire que voilà, tout le monde ne mange pas à sa faim.
Donc c'est quelque chose qui m'a été rabâché toute ma jeunesse, toute mon enfance. Moi, j'ai eu la même chose avec ma grand-mère qui, chaque fois, disait, et pendant la guerre, on n'avait pas assez à manger, Ouais, et pendant c'est la ça. guerre, et toi, tu finis pas ton assiette, tu vas finir ton assiette. Non, c'est impressionnant. Ouais. C'est vrai qu'on est quand même une génération, on est le cul dans le beurre à ce niveau-là. Donc vraiment manger de tout et accepter ce qu'on te sert. Et à la cantine, je me souviens, à Paris, c'était assez violent, mais tu ne sortais pas de la cantine tant que tu n'avais pas fini ton assiette. Ça dépendait des C'était un cours peu que tu avais extrême. l'après-midi. Ah non, non, Donc, ça avait des cours que tu n'aimais pas, c'est vrai. Hein. Tu ratais la récré, donc c'était vraiment pas Oh. chouette. Non. Et ils te lâchaient quand les cours recommençaient. Mais donc du coup, c'est comme ça que c'est arrivé. Et en fait, en me renseignant un peu, la Belgique, c'est le deuxième pays le plus mauvais en termes de gaspillage alimentaire européen. Et donc j'ai commencé à un peu gratter là-dedans. Et c'est comme ça que voilà, l'idée est venue d'Happy Hours Market. Super. Et du coup, maintenant que vous avez plus ou moins, vous êtes introduit, l'idée est de passer à la suite. Donc, je te laisse la parole, Aurélien. Happy Hours Market, c'est quoi ton pitch? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Donc, de l'idée initiale à ce qu'on est aujourd'hui, ça a énormément évolué. Donc, concrètement, aujourd'hui, Happy Hour, c'est une application mobile. C'est bientôt un site internet sur lequel tu peux faire tes courses à moitié prix. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'est tout un réseau logistique qui va collecter les invendus de la grande distribution et de producteurs ou de distributeurs même. Donc, on va travailler typiquement avec Deleuze, Carrefour, mais aussi avec des Nestlé, Danone ou des marques comme Riche, mais vous n'avez pas d'invendu. Pour le moment. Parce que ça marche trop bien. Ces invendus en fait sont centralisés dans un dépôt à Bruxelles et tous les invendus qu'on collecte sont mis en ligne et donc sont disponibles pour tout le monde sur cette application. Donc tous les jours, on peut faire ses courses à moitié prix. On a plus de 4000 références par jour d'invendus. Tous les produits sont en moyenne à moitié prix. Et donc, on fait ses courses en ligne. Ils sont à moitié prix parce que c'est un choix marketing commercial, parce que c'est une réalité économique. Qu'est-ce qui fait cette décision de à moitié prix? Tu aurais pu dire à prix réduit, à prix écrasé, ou c'est assez slash marquant. the price, comme Moitié dirait prix, Colruyt. c'est assez marquant, c'est parlant. Et donc, on a choisi le moitié prix. Mais derrière, il y a une réalité économique qui permet d'un côté aux gens d'acheter moins cher. Exact. Et donc, ça, on reviendra un peu plus tard. Ouais. De l'autre, vous y retrouvez pour avoir quand même un projet pérenne. Ouais. On rachète les invendus à nos partenaires, à nos fournisseurs, et on les vend à un prix un peu plus élevé aux consommateurs, mais qui reste drastiquement inférieur au prix conventionnel qu'on a dans la distribution. Vous les rachetez à la distribution. Ouais. Si vous n'existiez pas, qu'est-ce qui se passerait, etc. Alors, jeter. Ils n'ont pas le droit, en fait, de vous les donner. Il n'y a pas quelque chose de Si, ils cet peuvent ordre-là? Si, ils Vous peuvent. pourrez donner. donner. Ils pourraient donner, Enfin, vous les revendre. À une ASBL, oui, on n'est pas une ASBL, on est une SRL. Et le but, c'est. Enfin, je vais expliquer après, mais. Oui, pardon. Non, pas du tout, mais mon but, c'est vraiment de monter un projet qui était autonome financièrement et donc qui pouvait grandir par lui-même. Et pour ça, il faut convaincre toutes les parties du projet. Ouais. Donc les fournisseurs, les clients, et on travaille aussi avec des ASBL qu'on approvisionne. Et donc, le côté financier, pécunier, est forcément un intérêt primordial pour les fournisseurs. Et donc, on a réussi à faire ça. Et donc, en fait, concrètement, on fait ses courses sur cette application tous les jours. Et on vient chercher sa commande à des points de retrait, des click and collect, un peu comme les click and collect de Colruyt ou autres. Donc, c'est un magasin fixe, brandé Happy Hours Market. Et on en a presque 20 à Bruxelles. Et Donc, on c'est vient 20 magasins points de vente. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours le Point de souvenir. collecte. Il y a- Tu fais pas ton collecte. shopping. tu Ouais, fais pas ton pardon, shopping. ok. Il y a 2 trucks encore qui servent de points de retrait. Oui, parce que moi, j'ai toujours ce souvenir du truc qui était Ouais. sur l'avenue Paul Léger, au milieu de l'ULB. C'est la phase de test. Hein, c'est là où on s'est Mais- connus au Start Lab il y a quand même quelques années. Ouais. Et donc maintenant, vous êtes passé sur un réseau de points de collecte. Mhm. Il y en a déjà 20. Mhm. Donc c'est impressionnant le chemin parcouru. C'est une belle croissance ces 2 dernières années. Donc, assez Et cool. j'ai une question par rapport au modèle. Donc, il y a des points de collecte. Donc, tu parlais que vous aviez un entrepôt. Mhm. Pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas aussi cet entrepôt qui pourrait être un magasin, finalement, une sorte de supermarché où on fait ses courses? Pourquoi est-ce que vous avez pris le parti de faire ses courses en ligne uniquement et d'avoir des points de... En fait, l'entrepôt est grand. C'est un dark store et donc tout est rangé, trié, etc. Donc c'est assez compliqué pour des personnes de l'extérieur de venir faire leurs Oui, courses. c'est pas aménagé comme un C'est beaucoup magasin. plus simple d'avoir Ouais, une ouais, application où tu vois tous les produits directement, catégorisés, etc. C'est pas très commode de ramener. Et avant, c'était décentralisé. Donc en fait, les trucks, donc on vendait via des trucks qui allaient chercher dans 4 à 5 magasins les invendus, puis ils se garaient à un endroit et t'allais faire tes courses au truck. Ok.
Mais en fait, le fait de centraliser maintenant, c'est tous nos clients ont accès à Ouais. tous les produits de tous les trucks. Et donc, il y a beaucoup plus d'offres. Et en fait, on arrive aujourd'hui à un modèle où l'assortiment est quasi similaire à celui d'un supermarché, mais tout est à moitié prix. Donc, c'est assez chouette. Et donc, c'est aussi produits frais Ouais. que les impérissables. Ouais. Donc, il y a vraiment toute l'offre. Et qu'est-ce qui est qualifié d'invendu, en fait? Alors, ça dépend donc, évidemment des dates courtes. Donc, quand on collecte en supermarché, c'est les produits du jour. Donc, en fait, les démarques en magasin, c'est les étiquettes jaunes. On a remarqué, avec pas mal d'études qu'on a faites, que ce n'était pas rentable pour le supermarché de faire ça. En fait, le temps de mettre des démarques, ça coûte opérationnellement. Ils en vendent peu. L'image qui ressort auprès du client est mauvaise. Et en plus de ça, le chiffre d'affaires qu'ils font là-dessus est bas. Et en fait, revendre via un canal alternatif, via nous, ne plus faire de démarques et se séparer de leurs produits à J0 ou à J-1 est beaucoup plus rentable pour eux. Ils se focus sur la vente de produits à prix plein, ce qui est leur business model. Et via Pierre's Market, en fait, le revenu qu'ils vont retirer de ça est beaucoup plus important que si eux le faisaient. Et donc, on a réussi à convaincre les magasins comme ça. Donc ça, c'est une partie des invendus. L'autre partie, ça va être des surstocks, donc des produits de saison, par exemple, qui sont plus de saison, ou alors des marques qui changent de packaging, ou alors des problèmes de commande. Ça arrive énormément. Et on pourrait penser que toute la distribution est méga bien gérée par des AI qui forecastent parfaitement la demande, mais c'est extrêmement compliqué de forecaster. Des bêtes exemples, et c'est en été, si on s'attend à un week-end ensoleillé et qu'en fait il pleut, nous on va avoir des surstocks à chaque fois de tomates mozza, typiquement, énormément de viande, tout du barbecue. Tout ce qui est lié au On barbecue. sait exactement quasiment ce qu'on va avoir quand il y a un changement de température ou de temps qui n'est pas forecasté. Et donc c'est impossible de forecaster. À partir de ce moment-là, il y a des invendus. Voilà. Donc, ce qui reste qu'en fait, que c'est structurel. Ouais. Ces invendus seront là. Les supermarchés essayent d'améliorer ça au maximum, mais comme tu dis, sur les prévisions, il y a de l'aléatoire et vous venez structurer ça de manière beaucoup plus, on va dire, professionnelle et à une certaine taille qui permet d'être efficace dans l'approche. Et toi, Nouné, riche. Alors, riche qui n'a pas d'invendu parce que... pas pour le moment. Parce qu'en réalité, Riche, avant tout, est un atelier de production de boissons fermentées non alcoolisées. Donc nous, à la différence de pas mal de marques qui existent sur le marché, on produit ce qu'on vend. Donc chaque bouteille qui doit être vendue doit, au préalable, être produite. Et pour ça, il faut l'infrastructure, les machines, les ressources humaines, l'expertise. Et donc, du coup, il faut mettre tout ça en place, avoir les moyens de mettre tout ça en place pour pouvoir produire en quantité suffisante, pour pouvoir grandir, revendre, s'exporter. Et donc, c'est un niveau de difficulté qui prend du temps. Il faut faire étape par étape. Donc, j'ai établi dès le début l'atelier de production. Donc, pendant 1 an, c'est moi-même qui fermenté, embouteillé, vendu, shooté le produit. Et puis rapidement... Tu étais toute seule. Toute seule. Vraiment toute seule. Du marketing à la production, à la commercialisation. Absolument, toute seule. Tu venais avec ta petite mallette, tes 6 bouteilles, tu allais d'un magasin à un autre. J'avais un petit carton et en réalité, pour pas tomber dans le cliché, mais c'est vraiment... Je fermentais la nuit, donc j'embouteillais la nuit jusqu'à 1h, 2h du matin. Et puis la journée, j'allais visiter des revendeurs en espérant trouver des cafés, des restaurants, des magasins. Ensuite, je faisais mes livraisons. Ensuite, je rentrais, j'envoyais mes factures. J'essayais de faire des posts Instagram, etc. Parce que Instagram aujourd'hui, moi, c'est mon canal principal de communication. Et beaucoup, en fait, de restaurateurs me trouvaient au début via Instagram et via le bouche à oreille. Et ensuite, le soir, c'était reparti. Donc, je refaisais des productions, des embouteillages, etc. Et ça, c'était fou parce qu'au bout de 6-7 mois, j'avais un distributeur, donc Interdrinks, qui était mon premier distributeur. Donc, elle a un réseau de clients de 700 clients. J'avais un distributeur, mais j'étais encore toute seule à produire les boissons. Donc là, c'était plus possible. J'ai dû trouver de l'aide. Donc, j'ai engagé mon premier employé qui, lui,
été formé pour la production Ouais. et qui enfin a pu m'aider à reprendre toute cette partie-là pour que moi je puisse me concentrer sur le Mais reste. c'était aussi, est-ce que c'était en partie un choix ou tu me diras, hein, mais tu nous as dit tout à l'heure que tu as cette volonté d'avoir un peu une forme de contrôle hein, de A à Z, et donc c'est toi qui a été pour faire l'entièreté de la chaîne. Tu aurais pu avoir une autre approche en disant j'ai fait des économies ou j'ai trouvé des investisseurs et je prends quelqu'un pour la production et je prends quelqu'un pour le marketing. Toi, tu as fait le trajet que je trouve hyper intéressant aussi hein, et de montrer qu'on commence souvent très, très, très petit. Très très petit. C'était un choix. C'était Ouais. un choix. J'aurais pu trouver des investisseurs, j'aurais pu trouver des associés, des partenaires, etc. Aussi, c'était un peu ma vie à ce moment-là était très particulière. Donc, je venais de revenir en Belgique. J'étais retournée vivre chez mes parents. Je ne devais pas spécialement. Il y avait aucune Pression économique? pression économique, mais aussi je voulais prendre mon temps pour faire les choses bien, pour comprendre ce que je faisais. Parce que en réalité, c'était vraiment un projet que j'ai décidé de lancer de zéro. Et donc du coup, j'ai vraiment décidé de faire les choses étape par étape, sans tout de suite en fait essayer de faire les choses en grand et risquer de pas savoir ce que je fais. Et donc du coup, faire les choses de cette manière-là m'a vraiment permis de comprendre Tous les métiers. tous les métiers, de comprendre le produit. Aujourd'hui, nous sommes à une étape de scale-up, donc on est en train d'investir dans des lignes automatiques d'embouteillage et de production. Je sais exactement ce qu'il faut, je sais exactement de quoi il s'agit. Je n'ai pas besoin de... Et ce qui était impressionnant, c'est que tu me disais que tu étais quasiment arrivé à 300 000 bouteilles Ouais. vendues en 2024. Je faisais le calcul, c'est une bouteille toutes les 2 minutes. Non, mais c'est un truc de dingue. Oui, c'est... Donc, c'est-à-dire qu'en termes de production d'un côté, Oui. en termes de distribution et en termes de consommation. Oui. Après, souvent, les gens parlent en bouteilles vendues. Moi, je parle en bouteilles produites. Ouais. Mais comme que tu je n'as pas sais. d'invendu, Oui, tu vends tous Ouais. les produits, donc On Croissant, vend croissant. ce qu'on produit. Et depuis le début, en fait, depuis le lancement du projet, le problème, notre challenge n'est pas la vente. Ça n'a jamais été la C'est vente, la ça a production. toujours été la production. Et vous êtes combien aujourd'hui chez Riche? Parce que donc, tu disais que tu as commencé toute seule. Ouais, Il y a aujourd'hui, quelqu'un qui t'a rejoint pour la production. Et On vous est avez 7. continué à grandir un petit peu. aujourd'hui, on est 7. Il y a 4 personnes en production et on est 2,5 en tout ce qui est gestion, admin, commerciale. opération. et en termes d'offres de produits, donc du coup, riche, Oui. je veux être client riche, chose que je suis. Hein. Non, mais... Pour je le coup, suis un ambassadeur. Je sais pas comme ça. Encore hier soir, j'en ai pris un, mais pour les gens qui nous suivent, Nouné, tu regardes la caméra, dis qu'est-ce que tu as quand tu ouvres ton manteau et que tu vas visiter un restaurant, qu'est-ce que tu peux lui proposer? rassurez-vous, je n'ouvrirai pas de mon dos. Non, on s'entend, c'est une image. Mais j'ai lancé la marque avec 3 kombucha, 3 saveurs de kombucha, et c'est ce que je pensais lancer en fait. C'est vraiment, je voulais proposer une alternative à l'alcool dans les magasins et les restaurants, surtout l'Horeca. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait vraiment un gap dans l'offre. Et donc, on a été plus loin en développant une deuxième gamme aujourd'hui, avec cette base de thé fermenté, de pétnat sans alcool. Donc aujourd'hui, on a 2 gammes, Donc pétnat, pétillant naturel. pétillant naturel sans alcool, exactement, de 4 kombucha et 3 pétnat. Parce que c'est une tendance qu'on voit, cette consommation sans alcool, d'avoir des alternatives au soft traditionnel. Je pense que c'est pas seulement dans les boissons. Je pense que c'est vraiment une tendance très généralisée de... Consommation alimentaire. Voilà, exactement. Les gens sont de plus en plus conscients, en fait, De l'impact que ça a sur leur de santé. l'industrie de sur- masse, des additifs, de l'impact exactement. Et donc, du coup, les gens consomment différemment, cherchent d'autres produits, cherchent des produits qui ne vont pas avoir d'impact négatif sur leur santé.
Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment une tendance généralisée, mais c'est certain que les boissons n'y échappent pas. On a vu les côtés assez positifs et le sales pitch de Riche et Happy Hours Market. Maintenant, Aurélien, il y a les côtés up, il y a les côtés down. Commence peut-être un peu dans ce parcours depuis le début d'Happy Hours Market, quelques moments quand même très difficiles pour montrer aux gens qui vont nous regarder, qui sont eux-mêmes passés à travers, ou des gens qui se disent « Tiens, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat ». C'est beau, mais ce n'est pas non plus aussi rose qu'on peut le voir parfois sur les réseaux. Donc, quels sont les côtés assez difficiles auxquels tu as pu être confronté? Ouais, je trouve ça assez dingue de se lancer seul, donc bravo à toi. Parce Merci. qu'effectivement, pour moi, quand tu te lances, tu dois être vraiment... Enfin, deux, parce que le nombre de portes que tu te prends au départ, c'est assez complexe. Aussi, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment être persévérant. Tant que tu persévères, tu vas réussir. Quitte à devoir modifier ton business model. Nous, au début, donc il y avait d'un côté le gaspillage alimentaire, d'un côté une précarité élevée à Bruxelles. Donc, on a essayé de faire le lien entre les deux et de mettre à disposition ces invendus pour ces personnes qui ont moins de revenus ou qui veulent faire des économies. Et notre modèle était très différent. Il n'y avait pas de rachat auprès des fournisseurs. On récupérait le soir. Enfin, c'était complètement différent. Et après 3 ans, on avait... je pense, près de 7-8 employés. Et on travaillait avec des enseignes que je ne citerai pas, qui du jour au lendemain ont arrêté avec nous, parce qu'elles considéraient que ce n'était pas assez rentable. Qui vous fournissaient, hein? Ouais. Donc, c'est comme si ta production s'arrête du jour au lendemain, mais que tu as la demande de l'autre côté et que tu as tes employés à payer. Enfin, voilà. Et donc, ça, en une semaine, j'ai eu un call, je me souviens où j'étais encore. J'étais en train de faire du sport, je me suis arrêté, j'étais là, ouf, ok. Et là, donc, plus de produits. Et donc, on a eu, donc, j'avais une Ce semaine. qui veut dire que contractuellement, vous aviez quoi? Un accord de fait, verbal? C'était pas structuré à ce moment-là? Il y avait un accord contractuel, mais avec un faible préavis. Quand tu es une start-up et que tu essaies de convaincre des très grands, tu n'as aucune marge de manœuvre au départ. Non, tu n'as aucune marge de manœuvre, mais c'est aussi pour souligner des fois l'impact que tu dis dans des associations, les pactes d'actionnaires, tous les aspects légaux auxquels on n'a pas tendance à intuitivement y aller, ouais. Mais c'est aussi dans les contrats avec les employés, c'est une chose, mais aussi avec les différents partenaires. Ouais. C'est vraiment, on n'a pas de contrat et en fait, on est un peu dénudé. Mais on le savait, c'était très risqué et on avait 2 gros fournisseurs en fait. Donc ça, c'est très risqué, parce que voilà, si on a un qui lâche, on a les 2 ont lâché. Ouais. Et donc, j'ai eu une semaine pour retrouver d'autres magasins. Et j'ai réussi. Et à ce moment-là, quel est ton niveau de stress entre c'est la fin et en fait, ça a été un stress motivateur pour dire en fait, voilà, j'ai une fenêtre, je vais tout donner. Donc, comment tu t'es retrouvé? Le stress est hyper important quand tu développes, quand tu vois des concurrents qui arrivent, etc. Je pense qu'il faut tout le temps avoir ça parce que ça te pousse vraiment à innover, à être meilleur, à aller plus vite. S'il n'y a pas de stress, tu es un peu lent. De l'adrénaline. Ouais. Là, c'est un stress moyen, je dirais. Un peu limite. Un peu limite. Ouais, c'était assez dur, mais on s'est soutenu avec mon associé Ludovic. Et donc moi, je suis allé prospecter ces magasins. Ça m'a donné un gros coup de boost, mais c'est vrai que là, tu te dis, bon, ça fait 3 ans que je fais ça, et en fait, en une semaine, ça va. Et ce qui est très compliqué, c'est on l'avait pas dit aux employés directement. J'attendais de voir si je trouvais une solution. Mais tu as vraiment l'arrière de ta tête, à chaque rendez-vous que tu fais pour essayer de réavoir des nouveaux fournisseurs, un stress, et tu penses à tous ces employés que tu vas devoir potentiellement virer, tout arrêter. Et donc, c'est assez stressant parce qu'au-delà de déjà juste prospecter, c'est parfois stressant, devoir convaincre, etc. Mais là, en plus, tu as une charge mentale derrière qui est assez importante. Mais on a réussi et en fait, grâce à ça, on a remis en question vraiment tout le modèle et tout le système tout le système financier, le flux financier pour les différents acteurs. Et en fait, on a refait ce qu'on devait faire de base, mais c'est vraiment réinterviewer nos fournisseurs sur quels sont vos besoins profondément, qu'est-ce que vous recherchez, de quoi vous avez envie. On avait fait ça beaucoup pour les clients, mais pas pour les fournisseurs. Et donc, grâce à ça, on a retrouvé cette étude. Enfin, on a fait cette étude sur les démarques, etc. Donc, vous passez plutôt de fournisseur à partenaire et votre approche et votre relation évoluent. Ouais, c'est ça. Et toi, qu'est-ce qui te fait continuer? Ça fait 3 ans que tu es dedans, tu te ramasses ce coup de massue sur la tête.
et tu es encore prêt à te battre. Parce que derrière, c'est pas pour certains, ça peut être un moteur de gloire, pour d'autres, un moteur d'argent. Qu'est-ce qui, toi, personnellement, te fait continuer à dire non, il faut pas que je lâche, il faut que je continue? Un retour très positif de la part de nos clients, des associations qu'on approvisionne, nos employés même qui sont hyper contents de travailler pour cette cause et pour vraiment avoir un impact. Et on remarque en fait que inhérent au modèle, on a un impact positif. Donc plus on grandit, plus on a cet impact positif d'un point de vue environnemental et social. Et aussi un sunk cost où je me dis, ça fait 3 ans que je fais ça, je ne peux pas lâcher maintenant. Je vais quand même essayer de tout donner. Et c'est ça qui m'a drivé et c'est ça qui m'a poussé. Parce qu'à l'époque, on n'était même pas payé, je crois, encore. Enfin, très très peu. Donc, c'est pas le côté pécunier qui m'a poussé, mais vraiment ce côté impact. Parce que pour moi, je pense que c'est un point hyper important. Parce que quand on entreprend pour des mauvaises raisons, quelque part, qui ne sont pas les siennes profondes, on a je veux devenir riche, je veux devenir célèbre, etc. Et que ça n'arrive pas assez vite, on a une tendance à lâcher beaucoup plus vite. Exact. Quand on trouve les raisons internes qui sont beaucoup plus fortes, comme tiens, mais en fait, je crée de la valeur parce que mes clients, en fait, je leur trouve une solution, je leur apporte quelque chose sur lequel ils me donnent un feedback positif, c'est comme un espèce de moteur qui dit mais c'est pour ça que je me bats. Exact, ouais. Et toi, Nouné, les grands dramas de riches, j'imagine que ça va être au niveau de la production? Oui. Franchement, ça a été un drama du début jusqu'à aujourd'hui. Ce sera plus facile de répondre l'inverse. Mais les 2 plus grandes difficultés, en tout cas dans le projet avec moi, c'était clairement établir une production. Donc moi, je n'avais aucune idée je venais pas de l'alimentaire, de l'agroalimentaire. Enfin, la production, je n'avais pas d'idée comment établir ça. Donc j'ai vraiment dû trouver tous les jours une solution à un problème pour avancer et pouvoir arriver à là où on est aujourd'hui. Et le type de problème, pour un peu illustrer, c'est quoi comme type de problème auquel tu te confrontes? Alors, nous, on a un produit très particulier. Donc, on a un produit qui est fermenté, donc un produit vivant. Le fait de travailler avec un produit vivant, il faut la chaîne du froid. Donc, en fait, les boissons, depuis la nuit des temps, depuis l'industrialisation de nos aliments, en fait, n'ont pas besoin d'être conservés au frais, au frigo. Et donc, en fait, moi, j'arrive avec un produit et je dis aux gens, c'est un produit qui est génial, mais il va falloir le garder au frigo. Et les gens ne comprennent pas la plus-value, en fait, de devoir faire ça. Parce que pour eux, ce n'est que des problèmes. Ils doivent avoir un frigo, payer pour un frigo, avoir prendre la place. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, il a fallu trouver des solutions à ça, trouver des réseaux de distribution aussi pour ça. Parce que la plupart des distributeurs de boissons n'ont pas de frigo. Pourquoi est-ce qu'ils auraient des frigos? C'est des Coca, Et donc, du coup, ça a été la difficulté de trouver les bons partenaires. De stabiliser le produit, parce que c'est un produit qui refermente, donc potentiellement qui a une date limite de consommation qui est beaucoup plus courte que des boissons conventionnelles et industrielles. Donc il a fallu se développer tout en gardant cet aspect artisanal du produit. Et toute seule. Et toute seule. Jusqu'alors. Et sans ressources financières. Donc moi, j'avais un capital très réduit que j'avais économisé pendant toutes les années où j'étais consultante, que j'ai investi entièrement à l'établissement du projet. Et ensuite, en fait, j'ai espéré que le cash flow généré par le projet me permettrait de grandir. Ce qui a été le cas, mais du coup, j'ai été comme ça pendant... Et justement, ce capital, comment tu le gères? Tu n'es pas en mode all-in? Non, et donc, en fait, tu checkes aussi ton compte tous les X temps pour voir, tiens, est-ce que je vais savoir payer les uns, payer les autres Tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, ça te crée un stress Complètement. Je ne me suis pas payée pendant plus de 2 ans. Donc, chaque centime généré par le projet était réinvesti dans le projet. Et heureusement, en effet, le cash flow a été suffisant pour grandir. Mais c'est aussi la raison pour laquelle tout ce que je pouvais faire moi-même, je l'ai fait. Donc tout ce que je pouvais apprendre au travers de tutoriels, tout a été fait in-house, DIY. Toute la com, je l'ai faite moi-même. Les livraisons,
j'ai commencé à travailler avec un logisticien. Et en fait, à chaque fois, si c'était à Bruxelles, je me disais, si je fais ce trajet-là, je peux économiser 13 €. Et donc 13 €, je peux... Enfin, c'était des calculs, mais d'apothicaire, c'était un peu ridicule à ce moment-là. Mais du coup, c'est vrai que j'ai investi énormément de mon temps et de ma personne pour développer le projet, mais ça nous a permis d'arriver où on est aujourd'hui. Et je suis contente de l'avoir fait. Donc, la plus grosse difficulté pour moi, c'était clairement la difficulté financière. De faire les choses de la manière que moi, j'ai décidé de faire. J'aurais pu faire autrement. Masterclass maintenant. Delphine, je te passe la parole. Merci Nicolas. Alors moi, je vais vous parler de gaspillage alimentaire aujourd'hui. Le gaspillage alimentaire, ça touche à un double enjeu. L'enjeu sociétal d'une part et un enjeu environnemental d'autre part. Alors, quelques chiffres pour commencer. Au niveau mondial, il faut savoir que le gaspillage donc de production alimentaire, c'est 1/3 de la production alimentaire qui est jetée au niveau mondial. C'est énorme. En Belgique, ça représente 345 kilos par personne chaque année qui est jeté à la poubelle. Et alors, en termes du coup d'émissions de CO2, c'est la troisième plus grande source d'émissions de CO2 après la Chine et les États-Unis. Et à côté de ça, on a en Belgique 1 personne sur 7 qui souffre de précarité alimentaire. Alors, quelles sont les causes de ce gaspillage alimentaire ? Les causes sont diverses. Il y a d'abord la surproduction. Il y a aussi le calibrage des produits. Dans les supermarchés, on est habitué à avoir des fruits, des légumes d'une certaine taille, une certaine couleur. Alors, dès qu'il y en a des produits qui ne correspondent pas à ces critères, alors on ne va pas les vendre. Il y a aussi le problème des dates de péremption. Quand un produit arrive s'approche de la date de péremption, arrive à date de péremption, on ne peut plus le vendre, alors qu'en fait, on pourrait trouver des solutions pour rallonger sa durée de vie ou encore le transformer, mais on en parlera plus tard. Et alors enfin, un autre élément aussi, c'est un facteur plutôt logistique et financier, c'est le stockage. Stocker, ça coûte de l'argent et parfois, ça coûte moins cher de jeter que de stocker. Alors, revenons-en à l'entrepreneuriat, du coup. Quand on entend tous ces chiffres, on se rend compte qu'il y a une véritable opportunité au niveau entrepreneurial à Bruxelles. Alors, il y a déjà des initiatives qui ont vu le jour, et c'est l'exemple ici. Aujourd'hui, on reçoit Aurélien de Happy Hours Market. Il y a d'autres initiatives que vous connaissez peut-être, comme Too Good To Go, qui est aussi une application qui permet qui vend de l'alimentation aussi à prix réduit qui est en surplus. Et il y a d'autres aussi initiatives qui ont vu le jour qui, au-delà de la récupération, font également de la transformation. Et transformer du surplus alimentaire, c'est une véritable potentielle ressource de revenus. Et je voulais du coup aujourd'hui, dans cette chronique, vous parler d'une ASBL à Bruxelles qui s'appelle Hearst Project, qu'on a d'ailleurs notamment accompagné chez Hub Brussels, qui a été cofondée par le chef Elion Van de Velde et Adeline Barra, fin 2019, je crois. Et qui a une double mission. D'une part, veut sensibiliser au gaspillage alimentaire, et d'autre part, du coup, un peu comme Happy Hours Market, veut aussi lutter contre la précarité alimentaire en offrant de la nourriture de qualité aux personnes qui se trouvent dans des situations plus précaires. En 2022, Adeline et Elliot ont ouvert le premier, on va dire, hub de lutte anti-gaspillage à Bruxelles, donc avec Hearst Project. Et donc, c'est un lieu qui fait différentes choses, qui héberge notamment un atelier de production pour pouvoir cuisiner des repas pour des personnes en situation plus précaire. Et donc, pour cela, ils collaborent avec diverses associations comme les Restos du Cœur, par exemple. Ils donnent aussi des ateliers, des formations pour former les gens, justement, les sensibiliser, mais aussi les former au zéro déchet, à la transformation. Et enfin, Hearst Project, c'est aussi un restaurant, le restaurant gastronomique Entropie, que vous connaissez peut-être à Bruxelles, dans le centre, qui a d'ailleurs reçu quelques prix dernièrement.
Et qui d'ailleurs, ce restaurant, c'est notamment une ASBL commerciale qui permet de venir financer ce projet House Project. Alors, comment en fait est-ce qu'il fonctionne? Donc, il récupère des invendus, mais pas que. Donc, ils se fournissent directement auprès des producteurs. Comme on le disait, donc il y a des produits dont la grande distribution ne veut pas parce qu'ils sont pas assez jolis. Eux, ils les récupèrent. Ils se fournissent aussi auprès de certains restaurants et alors aussi auprès de magasins. Ils ont un entrepôt pour stocker tout ça. Et alors, ils vont faire deux choses. D'une part, ils vont essayer de prolonger la durée de vie de ces aliments avec des techniques de conservation qu'ils n'ont pas inventées, qui existent depuis longtemps, mais qui ont peut-être été un peu oubliées, par la cuisson, par la fermentation, par la congélation. Donc voilà, finalement rien de nouveau, mais en fait, on prend des techniques qui existent déjà, mais on les met à profit. Et puis alors, il y a aussi tout ce processus de transformation avec le restaurant, notamment, ils vont aller cuisiner. Donc, je dirais que on top of that, il y a bien sûr aussi la connaissance, la compétence et la créativité d'un chef et de son équipe. Sans plus attendre, la chronique que tout le monde attend. Béatrice, coup de pression. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi? D'alimentation, bien sûr. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai grandi à la ferme, là où le mot bio n'existait pas encore parce que en fait, tout était bio par défaut. J'ai arraché des carottes, j'ai écossé des petits pois, j'ai égorgé et plumé des poules. J'ai soigné des dindes malades avec du lard et de la noix de muscade. Alors c'est vraiment un souvenir que j'ai en tête. Je ne sais pas pourquoi lard et noix de muscade, mais je me souviens que ma mère me demandait de nourrir les dindes malades avec du lard et de la noix de muscade. Et j'en passe. Alors ma mère était une militante du non transformé avant l'heure. Pas par snobisme, mais par conviction. Et aussi parce que franchement, c'était quand même moins cher avant. Alors nous vivons aujourd'hui dans une époque où nous sommes submergés par des choix alimentaires ultra transformés, très souvent dénués de réels nutriments. Ceci n'est pas seulement un problème individuel, c'est un vrai enjeu collectif aussi. La santé publique est directement liée à la manière dont nous nous nourrissons. Chaque choix que nous faisons à l'échelle individuelle a un impact global, on en a parlé aussi. Et aujourd'hui, c'est le monde à l'envers, moi je trouve. C'est manger simple coûte un bras. Les légumes bio se transforment en produits de luxe, pendant que les nuggets à 2,99 € envahissent nos assiettes. Alors retrouvons notre bon sens. Mangeons local et de saison, de préférence. Et en plus, notre corps a besoin des aliments de saison. On n'a pas besoin de manger des fraises au mois de décembre. Pas parce que c'est tendance, mais parce que c'est vital. Et chaque bouchée compte ici aussi. Alors bien s'alimenter, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi une question d'éthique. Choisir ce que l'on met dans notre assiette, c'est aussi choisir quel type de monde nous voulons pour demain et quel monde nous voulons encourager aussi. Alors un monde où les exploitations agricoles locales survivent, je l'espère en tout cas, que c'est ce que nous voulons. Et je bug sur ma page. Un monde aussi où les animaux sont respectés. Ma mère toujours me disait « Regarde, ces animaux sont heureux ». Alors, on les mangeait après, effectivement, avant. On mangeait déjà tous les animaux qu'on produisait à la maison, mais c'est vrai que nos animaux étaient heureux. Et où les aliments aussi sont cultivés sans pesticides destructeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a 10 ans, j'ai suivi 2 ans de cours en nutrithérapie. Au Cerden, d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent. Et aujourd'hui, je peux l'affirmer, tout ce qu'on met dans notre assiette finit par se voir et par se lire aussi sur notre corps. Et pas que dans notre corps, mais aussi notre mental. Donc notre santé mentale dépend très très fort aussi de ce que nous mangeons. Et je crois que ça, on n'en parle pas assez, tant au niveau des médecins que dans les écoles, que pour les étudiants en blocus, par exemple. Alors l'alimentation façonne vraiment notre santé, notre énergie et notre humour. Humour, humeur. Bien entendu, ce n'est pas toujours facile. Alors le mythe effréné de nos vies, le rythme effréné de nos vies nous pousse souvent vers des solutions rapides et pré-transformées. Mais chaque petit effort compte. Prendre le temps de bien faire les courses, prendre le temps aussi d'expliquer aux jeunes enfants. Je vais vous montrer une image juste après qui m'a fait rire parce que quand j'ai fait mes études en nutrithérapie, j'avais aussi des ateliers que j'animais pour des enfants.
Et je me souviens toujours qu'un jour, on a fait une promenade dans un potager avec un groupe vraiment de jeunes enfants de maternelle. Et je leur demandais de chercher les radis. Et il y a eu un gamin qui a regardé dans tous les buissons et il était en train de chercher les radis dans les buissons. Et donc, ben voilà, il y a des enfants, effectivement, qui pensent que des radis, ça pousse comme des cerises dans un arbre ou dans un buisson. Donc, prendre le temps, effectivement, d'expliquer aux enfants aussi d'où viennent les aliments, de cuisiner, même si c'est très simplement, c'est déjà un acte de résistance face à une industrie qui préfère la rentabilité à la qualité. Alors, l'alimentation, c'est la vie, littéralement. Alors, sans culpabiliser, faisons le choix de faire mieux, de manger mieux quand même. Ce n'est pas toujours plus cher, certainement pas. Choisissons aussi des produits simples, de qualité, et prenons le plaisir à les manger. Parce qu'au final, bien manger, c'est aussi bien vivre. Alors, si vous avez une fourchette en main, prenez le pouvoir. Bravo, bravo. Comme Et toujours. donc, quand je faisais les ateliers, Dis-nous, montre-nous on a eu ça. la chance d'avoir une dessinatrice, alors je ne sais pas si on les voit, qui a illustré quand on demandait aux enfants, par exemple, où poussent les ananas. Ouais. Et les enfants disaient, ben, ça pousse un ananas. Et alors, il y avait le deuxième, les choux de Bruxelles. Ah ben, les choux de Bruxelles, c'est en grappe, ça pousse aussi dans des buissons ou des arbres pas trop. Donc voilà, ça c'était comment poussent les choux de Bruxelles. Et puis il y avait aussi l'arbre chicon. Pas On mal. dit effectivement les chicons, il faut faire noir, c'est dans des caves, c'est quelque chose qui est blanc parce que ça ne voit pas la lumière du jour. Et donc le fait de pouvoir expliquer aux enfants aussi d'où les aliments viennent, voilà, c'est un sujet. Alors, tu sais que tu fais une excellente transition parce que la séquence suivante. La voilà. La voilà. Alors, qui c'est à mon avis, il n'y a pas beaucoup de doutes. C'est Entre- mignoné. C'est Micro-nez. Génial. Déjà le style, on le reconnaît. Et donc, qu'est-ce que cette petite fille à cette époque rêvait et comment tu fais un lien entre la petite fille que tu as été à un certain moment et la femme que tu es devenue aujourd'hui? Écoute, j'ai choisi cette photo vraiment pour la raison Pour le storytelling. de cette question. Cette photo a été prise juste avant notre départ d'Arménie en Belgique. C'était la photo de mon passeport, en fait, ça qui a se voit. été émise pour pouvoir voyager à l'international. Et en fait, c'est trop marrant parce qu'à chaque fois que je regarde cette photo, je me dis vraiment que cette petite fille, dans ses yeux, tu vois qu'elle a compris. Tu vois qu'elle a compris que la belle vie, c'était fini et qu'à partir de ce moment-là, il allait falloir hustle, tu vois, genre pour La fin de survivre. l'innocence. Exactement, que c'était fini les grands-parents, les grands jardins, la ferme, les animaux, les fruits, les légumes, et que là, on allait venir reconstruire une vie de zéro, et enfin, qu'il fallait vraiment survivre, quoi. Il fallait faire- T'avais quel âge là? J'avais 6 ans. Non. Ok. Ouais, j'avais 6 ans, C'est et tôt. enfin, le sérieux dans mes yeux, c'est vraiment incroyable. Mais il faut dire que maintenant, l'histoire que tu es occupé à écrire est magnifique. Écoute, je suis assez fière du projet et de ce que ça devient surtout. De la chronique de Béatrice, ça m'a vraiment touchée parce que c'est vrai que en réalité, on ne mange plus que des aliments et des boissons complètement dénués de nutriments, morts sur des étagères d'un supermarché. Et je pense que c'est aussi et surtout ça qui me drive à faire les choses de la manière dont je le fais. Je veux vraiment pouvoir offrir une boisson qui est pleine de nutriments, Ouais. pleine de vie, qui contient encore tous les micro-organismes vivants. Et donc, c'est chouette qu'on ait réussi à arriver jusqu'ici, à avoir 450 revendeurs et encore garder l'essence du produit, ne pas la dénaturer, ne pas la tuer. Et j'espère qu'on pourra continuer comme ça. Bah, nous aussi, on espère. En tout cas, déjà, bravo. Merci. Photo suivante. Du coup, Aurélien, dis-nous un petit peu plus sur la photo. On imagine que c'est toi le plus grand des deux. Ouais, mon frère vient de naître en fait et je lui offre un cadeau, un dessin que j'ai fait. Un dessin pas très conventionnel. En fait, toute ma famille est artiste. Donc je crois que j'avais un peu ça dans le sang quand j'étais gosse et j'ai toujours voulu un peu
créé, donc j'ai été artiste à ma manière. Entre le circuit de Francorchamps Et Picasso. C'est un Picasso, c'est un Picasso. Oui, complètement. C'est la solution au gaspillage alimentaire. Ah, moi j'avais pensé que c'était le trajet du truck Happy Hours Market. Ah oui, oui, oui. C'est toutes les... Moi, malheureusement, je suis trop rationnel. Donc, non. Un visionnaire. Et donc, Mais- ici, même question, hein, quel est un peu le lien et peut-être aussi revenir sur cet aspect créatif, artistique que tu nous as mentionné au début. Et regardez ce petit garçon artiste qui est fier de son petit frère, lui fait déjà un cadeau. Donc, il y a Ouais. quand même toute une symbolique aussi là-dedans. Et donc, maintenant, l'homme que tu es devenu, le chef d'entreprise, avec des employés, un énorme hangar, 20 points de retrait. Quel est le lien? Bon, en vrai, c'est un peu la seule photo que j'avais au moment où tu me l'as demandé. Mais Mets ton storytelling quand même dessus. oui, mais je vais mettre un storytelling S'il te dessus. plaît. Mais non, mais enfin, c'est juste, je crois, avoir un impact ou faire du bien à mon environnement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui me fait vivre, que ce soit pour mes potes, rendre service, ou voilà, pour mes clients ou les associations, ou même aider les fournisseurs à lutter contre le gaspillage. Toujours eu ça en moi. Là, c'est un peu une manière de le faire. Mon frère qui vient de naître, je lui fais un dessin à l'école. Et puis, voilà, ce dessin est aussi, je me souviens, à l'école, tu fais pas ça comme dessin, hein. Tu fais, je sais pas, un lapin ou d'autres trucs, mais, et donc c'est ce côté disrupteur de pas suivre ce que font les autres, en fait. Ouais. Je déteste ça, faire la même chose que les autres. Et donc, voilà, là, c'était un peu une manière de commencer, et j'ai continué à faire ça. J'ai toujours été un peu disruptif à l'école, et disruptif dans le modèle que je crée, et dans la manière d'innover, et aussi de gérer l'entreprise. J'ai choisi aussi un livre après, un peu par rapport à ça. Et donc on continue, bonne transition. Aurélien, tu nous dis être disruptif. On a demandé de venir avec un livre. Je lui ai demandé, ok, qu'est-ce que tu as comme livre? Tu m'as dit, j'en ai pas pris. Mais tu as toujours un storytelling. Non, j'avais les 4 accords Toltec, mais je crois que c'est le premier épisode. Exactement, dans le premier Montré. épisode. Philippines, ouais. Donc j'ai... Que je vous invite d'ailleurs à aller voir ou revoir. Bien vu. Et non, pendant mes études, on devait lire un livre un peu sur le management, etc. Et il y avait un livre qui s'appelait No Rules, Rules. Ça, j'adore. Genre, pas de règles. Et du coup, j'ai lu ce livre et c'est sur le CEO de Netflix et sa manière de manager. C'est sur sa culture d'entreprise qui est en fait de donner une liberté et une responsabilité totale à ses employés pour pousser à l'innovation et à la productivité. J'ai beaucoup aimé. Et je crois qu'il a écrit ce livre en 2000, mais il a implémenté ça bien avant. Et je trouve que c'était très disrupteur à l'époque de ces entreprises très hiérarchiques, très contrôlées, avec du micromanagement, etc. Là, c'est tout l'opposé. Et donc, c'est un truc qui m'a marqué. Et c'est quelque chose que ouais, tu c'est ce que essayes de j'allais dire. reproduire chez Happy Hour, cette Exact. espèce Ouais. d'autonomie, d'indépendance, de prise Complètement. d'initiative. Ouais. Donc du coup, il y a énormément de choses dans le livre, mais la base, c'est de dire en gros, de donner un objectif global à ton entreprise et de donner la responsabilité à tous tes départements et tous tes employés même, quel que soit leur niveau, nous on est assez flat, pour décider eux-mêmes des projets qu'ils vont mettre en place pour atteindre cet objectif, et puis de quantifier en quelque sorte ces projets et de les laisser par eux-mêmes voilà, gérer le timing, gérer l'avancement. Et ça permet vraiment d'innover. Et nous, c'est ce qu'on pousse vraiment, c'est que pour tout le monde en fait dans la boîte, tout le monde a une voix et tout le monde peut décider de ce qu'il va faire. Et donc on prend vraiment les idées de chacun, ou je sais pas, même de notre femme de ménage qui vient nous aider. Si elle a une idée sur un truc qu'on pourrait faire, on va le prendre et essayer de mettre ça en place. Et donc ça sensibilise, ça responsabilise et ça motive énormément. Ouais. L'intrapreneuriat. C'est ça, et ça collectivise aussi dans le Ouais. sens où il n'y a pas quelqu'un qui a des meilleures idées. Une idée, maintenant elle est confrontée. C'est pas parce que tu as le titre de cofondateur, CEO ou autre que ton idée a de facto Ouais. un poids plus prépondérant. Exact. Et donc ça, c'est top. Et toi, Nouné, ton Alors- bouquin jaune. Mon bouquin jaune qu'on voit de loin, c'est un livre qui m'a été offert par une amie qui m'a dit que déjà le livre lui faisait penser à moi. C'est un livre de Will Guidara, qui s'appelle Unreasonable Hospitality. Et c'est sur le pouvoir de donner aux gens beaucoup plus que ce qu'ils espèrent.
que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une relation professionnelle, amicale. Le pouvoir en fait que tu as et le retour que tu vas recevoir en fonctionnant de cette manière-là. Et je pense que c'est quelque chose qui me tient fort à cœur et c'est comme ça que c'est une manière de faire qui m'inspire énormément. Et justement, comment tu le reprends toi dans ta vie quotidienne, vie professionnelle? Alors, dans ma vie professionnelle, je dirais que, et surtout pour mon projet, pour Riche, je dis souvent que Riche n'est pas un produit, mais c'est plus une expérience. Je veux toujours... c'est plus un projet d'hospitalité qu'un produit purement commercial. Et je veux en fait que les gens, que chaque moment, peu importe aussi petit ou grand, que ce soit manger un petit déjeuner ou... d'en faire un moment mémorable et exceptionnel. Ouais. Pareil pour l'expérience que je veux procurer à mes clients ou à mes collaborateurs. Je veux vraiment que chaque petit événement de la vie devienne un événement un petit peu plus extraordinaire. Mais ce qui est génial, en tout cas le pont que je fais entre vos deux choix, c'est le choix de l'intérieur. Hein, j'ai une entreprise, comment avec mes collaborateurs, on travaille en équipe. Et donc, on donne la parole à chacun. De nouveau, il y a un cadre. Hein. Ce n'est pas non plus l'anarchie totale, en fait, je pense. Et de l'autre côté, aussi, comme on l'a mentionné à un moment, toi, avec tes fournisseurs, comment tu les fais passer de fournisseurs à partenaires. Et donc, que tu réfléchisses. Et ici, de ce que tu dis aussi, avec tes clients, que tu leur vends pas uniquement une bouteille avec un contenu qui est du kombucha. Non, tu vends plus, tu veux leur créer un moment de vie et un moment qu'ils n'oublieront pas. Donc non, super intéressant. Donc voilà, je vous remercie. Béatrice a dû s'absenter parce qu'elle avait un call qui la prenait, puis nous on discute, et à un moment les timings ne sont pas respectés. Mais ça a été un plaisir de passer ce temps. Encore merci à toi Delphine pour la masterclass. Plaisir. N'hésitez pas à aller sur riche.com, vous pouvez commander en ligne. Vous pouvez commander directement et c'est Nouné peut-être qui viendra vous livrer. Qui sait, ça peut être la surprise, hein, on ne sait jamais. Si c'est sur mon chemin, je passe. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aller découvrir Happy Hours Market. Je vous remercie. Il y avait les précédents épisodes, il y a les suivants épisodes. Vous likez, vous commentez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous contactez. À très bientôt. Merci.